Malgré sa domination sur l'industrie du catch depuis des décennies, la WWE a failli s'effondrer à plusieurs reprises. Qu'il s'agisse de difficultés financières, de scandales, de poursuites judiciaires ou d'une concurrence féroce, voici les moments où la WWE a frôlé la catastrophe. Commençons par une histoire si controversée qu'elle a non seulement jeté l'opprobre sur la WWE, mais aussi terni la réputation de quelques-uns des plus grands catcheurs de tous les temps et entraîné des conséquences juridiques majeures. En mai 2002, après la tournée européenne de la WWE et le pay-per-view Insurrection, la compagnie a loué un avion affrété pour ramener son équipe aux États-Unis pour un voyage de 7 heures. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que ce vol de routine se transforme en un véritable chaos. Avec un approvisionnement illimité en alcool, de nombreux catcheurs de la WWE sont devenus complètement indisciplinés, se livrant à des comportements imprudents, violents et répréhensibles. Ric Flair a été accusé d'avoir harcelé 2 hôtesses de l'air et de s'être exhibé devant elles, tandis que Scott Hall était tellement ivre qu'il ne réagissait plus à l'atterrissage de l'avion, ce qui a conduit à son licenciement immédiat de la WWE le jour suivant. Leur bagarre s'est aggravée dangereusement lorsqu'ils ont heurté la porte de sortie de secours à 30 000 pieds d'altitude, provoquant la panique. Il a fallu l'intervention rapide de Triple H, Fit Finlay et Paul Heyman pour les séparer avant que le désastre ne se produise. Les retombées ont été graves, la WWE faisant face à de nombreuses poursuites judiciaires de la part des hôtesses de l'air, ce qui a entraîné des licenciements au sein de la compagnie. Rétrospectivement, si les choses avaient empiré, si le comportement imprudent avait conduit à un accident mortel, The Plane Ride from Hell aurait pu être considéré comme la tragédie la plus sombre de l'histoire de la WWE. Outre les innombrables scandales, peu de moments ont mis la WWE en danger financier comme l'année 2014. Si l'on se souvient du WWE Network comme d'un succès révolutionnaire, son lancement a été loin d'être sans heurts. Avec la montée en puissance des services de streaming comme Netflix, Vince McMahon a vu l'occasion de donner une nouvelle direction à la WWE. Sa vision était claire, une plateforme dédiée offrant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la programmation de la WWE, y compris à tous les événements du pay-per-view, pour seulement 9,99$ par mois. Avant la création du réseau WWE, les événements payants étaient l'une des sources de revenus les plus rentables de la WWE. Toutefois, en proposant tous les événements à la carte à une fraction du prix, la WWE a constaté une baisse significative des ventes de ces événements. Bien qu'il ait gagné 491 000 abonnés au premier trimestre 2014, le réseau était loin d'atteindre les 1,3 à 1,4 millions d'abonnés nécessaires pour compenser la perte massive de revenus. Ajoutant à la crise, le nouvel accord pluriannuel de droits de télévision de la WWE avec NBC Universal pour Raw et SmackDown n'a pas répondu aux attentes. En conséquence, l'action de la société s'est effondrée du jour au lendemain, anéantissant 357 millions de dollars de la fortune personnelle de Vince McMahon en une seule journée. Avec une perte de 8 millions de dollars au premier trimestre et des pertes annuelles prévues entre 45 et 52 millions de dollars, la WWE s'est retrouvée dans l'une des périodes les plus instables financièrement de tous les temps et beaucoup craignaient que la société ne fasse faillite. Bien que la société ait réussi à surmonter la tempête, le lancement désastreux du WWE Network l'a presque mené à la ruine. Toutefois, ce n'était pas la première fois que la WWE était confrontée à un moment qui aurait pu tout faire basculer. En 1985, Vince McMahon a pris un risque encore plus grand en organisant le tout premier WrestleMania. À l'époque, la WWE n'était qu'une promotion régionale en pleine expansion, mais Vince McMahon avait pour objectif de bâtir un empire national du catch. Pour y parvenir, il a pris un risque financier énorme en investissant des millions de dollars dans la création de WrestleMania. À l'époque, de nombreux conseillers de McMahon l'ont exhorté à ne pas aller de l'avant avec l'événement, car les liquidités de la WWE étaient dangereusement
serré. Mais au lieu de reculer, McMahon s'est lancé à corps perdu dans l'aventure. Il a investi encore plus d'argent dans l'événement, engageant de nombreuses sociétés de relations publiques pour créer une frénésie marketing. Il a investi des millions pour s'assurer les services de célébrités tels que Muhammad Ali, Mr. T et Cyndi Lauper, afin d'attirer l'attention du grand public. Au lieu de s'appuyer sur la télévision traditionnelle, McMahon a fait la promotion de l'événement par le biais de retransmissions en circuit fermé dans les cinémas du pays. Contre toute attente, WrestleMania 1 est devenu un succès massif, remplissant le Madison Square Garden et attirant plus d'1 million de téléspectateurs dans les lieux de retransmission en circuit fermé. Si l'événement avait échoué, la WWE n'aurait pas seulement perdu de l'argent, elle se serait probablement effondrée sous la pression financière. Cependant, le pari a été payant et WrestleMania s'est avéré être un succès qui a changé la donne. Tout comme The Showcase of the Immortals, Monday Night Raw a également été une pierre angulaire de la programmation de la WWE. Cependant, en 1996, la WWE a failli perdre son émission phare à cause de l'une des séquences les plus controversées de l'histoire de la compagnie. En 1996, la WWE avait du mal à rivaliser avec Nitro de la WCW, qui avait commencé à dominer les audiences. Pour riposter, la WWE tente de repousser les limites afin de garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Cependant, elle est allée un peu trop loin avec une querelle intense entre Stone Cold et Brian Pillman. Après qu'Austin se soit fait connaître comme un anti-héros rebelle, il s'en est pris à son ancien partenaire de l'équipe de tag, Brian Pillman. Leur rivalité s'est intensifiée lorsque Austin a violemment attaqué Pillman à Raw, blessant sa cheville, déjà abîmée. En novembre 1996, Pillman, blessé, est resté assis chez lui, tenant un pistolet chargé en attendant que Stone Cold Steve Austin, furieux, fasse irruption dans sa maison. Lorsque Austin a finalement enfoncé la porte, la caméra est devenue noire et tout ce que le public pouvait entendre, c'était des coups de feu, des cris et le chaos. La chaîne USA Network s'est indignée et les dirigeants, furieux, ont failli retirer définitivement Raw de l'antenne. Finalement, il a fallu des excuses officielles et une assurance personnelle de Vince McMahon pour que les choses s'arrangent. Il est clair que les années 1990 ont été une période turbulente pour la WWE, qui est passée d'une controverse à l'autre. Dans les années 80, la WWE était synonyme de physique plus grand que nature, avec des catcheurs aux muscles saillants qui semblaient presque trop beaux pour être vrais. En 1991, ces soupçons sont devenus réalité lorsque le docteur George Zaorian, un médecin de bord qui travaillait depuis longtemps avec les talents de la WWE, a été reconnu coupable de distribution illégale de stéroïdes anabolisants. Il a été révélé que Zaorian avait fourni des stéroïdes à de nombreuses superstars de la WWE, les distribuant souvent en coulisses comme s'il s'agissait de bonbons. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le secteur, mais le pire restait à venir. Les procureurs fédéraux se sont intéressés à Vince McMahon, estimant que le président de la WWE était non seulement au courant de la distribution de stéroïdes, mais qu'il l'encourageait activement afin de préserver l'image de marque de la société. En 1993, McMahon a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour conspiration en vue de la distribution de stéroïdes. Le gouvernement cherchant à prouver que la WWE avait encouragé une culture de consommation de drogue rampante. S'il était reconnu coupable, McMahon risquait jusqu'à 11 ans de prison et des millions de dollars d'amende, un scénario terrifiant qui aurait pu complètement démanteler la WWE et laisser la société sans son chef. Le procès, qui s'est déroulé en 1994, est devenu l'un des plus grands scandales de l'histoire de la WWE. Ce fut un véritable cirque médiatique, les journalistes et les organes d'information couvrant chaque développement alors que le destin de la WWE était en jeu. L'accusation a fait comparaître plusieurs témoins, dont Hulk Hogan, qui a admis avoir utilisé des stéroïdes, mais a nié que McMahon l'ait jamais forcé, lui ou quelqu'un d'autre, à en prendre. D'autres témoignages étaient incohérents et, en fin de compte, le gouvernement n'a pas réussi à présenter des preuves concluantes qui auraient pu faire tomber McMahon.
Le 23 juillet 1994, McMahon a été acquitté de tous les chefs d'accusation. S'il est reparti libre, la réputation de la WWE a été gravement entachée. Malheureusement pour McMahon, le scandale des stéroïdes n'était pas la seule controverse qui le hantait à l'époque. Au même moment, la WWE sortait d'une autre affaire troublante, le scandale du Ring Boy. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la WWE engageait fréquemment de jeunes garçons, souvent au début de l'adolescence, pour travailler comme préposés au ring, aider à l'installation du ring et effectuer de petites tâches en coulisses. Malheureusement, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que plusieurs anciens garçons du ring se manifestent en faisant état d'allégations choquantes d'abus sexuels de la part d'employés de la WWE. Le scandale a d'abord attiré l'attention en 1992 lorsque Tom Cole, ancien gardien de ring, a accusé de hauts responsables de la WWE de s'être mal comportés. Selon lui, plusieurs employés, dont Terry Garvin et l'annonceur Mel Phillips, auraient harcelé et abusé sexuellement de jeunes garçons mineurs. Selon Cole, les jeunes garçons étaient exploités en échange de la sécurité de l'emploi et d'opportunités de carrière au sein de la compagnie. Les accusations ont été immédiatement accueillies avec indignation et la WWE a été plongée dans un nouveau désastre de relations publiques. Garvin et Phillips, qui travaillaient tous deux pour la compagnie depuis des années, ont été rapidement licenciés pour tenter de limiter les dégâts. Pat Patterson est également impliqué dans les allégations, bien qu'il soit réintégré plus tard, aucune preuve concrète n'ayant été trouvée contre lui. La WWE est alors au bord de l'effondrement. Mais contre toute attente, McMahon a survécu, et la WWE aussi. Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, ce fut une période difficile pour tout le monde, mais pour les entreprises de divertissement comme la WWE, ce fut un coup dur. Avec la mise en place de mesures de confinement et de directives sanitaires strictes, la WWE a été contrainte de déplacer WrestleMania 36 au Performance Center. Et, pour la première fois dans l'histoire, le spectacle des Immortels s'est déroulé en l'absence de tout spectateur. Ce n'était que le début des difficultés de la WWE. En avril 2020, afin de contrôler ses liquidités, la WWE a annoncé une vague de licenciements choquantes, supprimant des dizaines de catcheurs, de producteurs, d'arbitres et de membres du personnel d'arrière-scène. Il ne s'agissait pas seulement de talents de bas de tableau, certains des plus grands noms touchés comprenaient Rusev, Kurt Angle, Zack Ryder, The Good Brothers et Fit Finlay, producteurs de longue date de la WWE. Pour aggraver les choses, la direction créative a également pris du plomb dans l'aile. De Goldberg écrasant Bray Wyatt à un match œil pour œil entre Seth Rollins et Rey Mysterio, en passant par un étrange combat dans les marais entre Bray Wyatt et Braun Strowman, l'ère de la pandémie n'a pas manqué d'intrigues douteuses, même si, en 2020, la WWE fonctionnait en mode survie, essayant désespérément de maintenir l'intérêt malgré l'absence de public et les mauvaises décisions créatives. Elle a réussi à naviguer à travers l'une des périodes les plus difficiles et les moins regardables de l'histoire de la compagnie. À peu près à la même époque, Vince McMahon jonglait également avec une autre entreprise financière de grande envergure, la relance de la XFL. En 2001, Vince McMahon avait déjà conquis le monde du catch professionnel, mais il n'était pas satisfait. Il voulait perturber le monde du football professionnel en lançant la XFL. Le premier match, le 3 février 2001, a été un énorme succès, attirant 54 millions de téléspectateurs, ce qui en a fait l'une des premières heures de grande écoute les plus populaires de l'histoire de la télévision. Cependant, l'idée de mélanger le football et le divertissement à la WWE s'est retournée contre elle. Les audiences ayant chuté, NBC a mis fin à l'émission et la Ligue a essuyé des pertes de près de 70 millions de dollars. McMahon n'a eu d'autre choix que d'accepter la défaite et la XFL a officiellement fermé ses portes en mai 2001, 3 mois seulement après ses débuts. Toutefois, près de 20 ans plus tard, Vince est déterminé à la faire revivre. Pour financer cet ambitieux projet, McMahon aurait vendu pour plus de 100 millions de dollars d'actions de la WWE et injecté l'argent dans sa nouvelle entreprise. Lorsque la XFL a été officiellement lancée en février 2020, elle s'est d'abord montrée prometteuse. Un nombre stupéfiant de 3,3 millions de téléspectateurs ont regardé le match d'ouverture en direct, un meilleur classement que n'importe quelle émission de la WWE avait réussi à atteindre depuis octobre 2019. Cependant, 5 semaines seulement après le début de la saison, la pandémie de COVID-19 a contraint la XFL à suspendre
ses activités. Avec des matchs annulés et aucune voie claire vers l'avenir, McMahon n'a eu d'autre choix que de déposer le bilan en avril 2020. L'effondrement de la Ligue a été un coup financier massif, non seulement pour McMahon personnellement, mais aussi pour la WWE. De nombreux analystes se sont demandé si les ressources financières de la WWE n'avaient pas été trop sollicitées en raison de l'obsession de McMahon à faire fonctionner la XFL. Finalement, la XFL a été vendue à The Rock, qui l'a relancée en 2023. Cependant, pour McMahon, l'échec de la XFL était un autre pari coûteux qui s'est soldé par une mésaventure. En 2019, la WWE s'est retrouvée mêlée à une crise internationale qui menaçait légitimement de rompre l'une de ses relations commerciales les plus lucratives de tous les temps. L'histoire raconte qu'après l'événement Crown Jewel en Arabie Saoudite à l'automne 2019, une grande partie des talents et de l'équipe de la WWE a été bloquée à Riyad dans des circonstances mystérieuses, ce qui a conduit à l'un des moments les plus étranges de l'histoire de l'entreprise. Initialement, la WWE a prétendu que des problèmes mécaniques avec l'avion affrété avaient causé des retards, mais des rapports ont rapidement émergé, suggérant que la situation était beaucoup plus compliquée. Selon diverses sources, y compris des catcheurs qui se sont exprimés plus tard sous le couvert de l'anonymat, le retard pourrait avoir été motivé par des considérations politiques. La controverse est née d'un différend financier entre Vince McMahon et le gouvernement saoudien. Les autorités saoudiennes auraient dû des millions à la WWE pour des événements antérieurs, et McMahon aurait riposté en coupant la diffusion en direct de Crown Jewel dans le pays. Cela aurait à son tour irrité le prince héritier Mohammed bin Salman, qui aurait ordonné que l'avion transportant les talents de la WWE soit retenu sur le tarmac. Pendant ce temps, Vince McMahon a sauté dans son jet privé et est retourné aux États-Unis, tandis que ses employés sont restés bloqués au Moyen-Orient pendant près de 24 heures, certains spéculant même qu'ils étaient retenus en otage. La WWE s'est empressée de faire face à la situation aux États-Unis, car SmackDown devait être diffusé le lendemain soir. Bien que tout le monde soit rentré sain et sauf, si la situation s'était aggravée, elle aurait pu avoir de graves conséquences à la fois pour la WWE et pour ses talents. Revenons aux années 1990. Rétrospectivement, aucune autre décennie de l'histoire de la WWE n'a été aussi riche en controverses, en scandales et en bouleversements. Et rien ne résume mieux ce chaos que le tristement célèbre Montreal Screwjob. Tout le monde connaît l'histoire. Bret Hart refusait de céder le titre de champion de la WWF à Shawn Michaels au Canada. Alors Vince McMahon a pris les choses en main et le reste appartient à l'histoire. Lorsque la poussière est retombée, le moral en coulisses était au plus bas. L'Undertaker était tellement furieux qu'il a fait irruption dans le bureau de McMahon et lui a demandé de s'excuser auprès du Hitman. Pendant ce temps, pour des stars montantes comme Stone Cold Steve Austin et Edge, les conséquences du Screwjob étaient bien plus liées à la survie de la WWE. Les deux hommes ont admis plus tard qu'ils avaient vraiment peur que la WWE ne survive pas à cette controverse. Des années plus tard, Edge s'est souvenu. Cela vient d'arriver au porte-drapeau. Alors comment le vestiaire peut-il avoir confiance maintenant? Si vous faites ça à Bret Hart, quelles sont les chances que ça arrive à tout le monde? Je me souviens d'avoir pensé, oui, c'est là que je veux être, mais ça risque d'être un endroit bizarre pendant longtemps, s'il y a encore un endroit où être. The Rattlesnake a également partagé un sentiment similaire, exprimant à quel point l'atmosphère était chaotique en coulisses. C'était bizarre, mec, parce que Davey Boy devenait fou, Owen devenait fou, Bret était notre champion du monde. J'étais un grand fan de Shawn, mais Bret était le meilleur à l'époque, et je me disais, c'est en train de se dégrader. Vous ne pouvez pas virer votre champion du monde. Mec, c'était encore comme un tournage, et je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai cru que le territoire allait s'effondrer. D'après tous les témoignages de première main, il semblait vraiment que le vestiaire était divisé, que le moral était au plus bas, et que beaucoup se demandaient si la WWE pourrait même survivre aux retombées. Mais, comme l'histoire le montrera, cette trahison a finalement donné naissance au personnage de Monsieur McMahon et a déclenché l'ère de l'attitude, celle-là même qui allait empêcher la WWE de faire faillite. En 2007, la WWE s'est retrouvée sous le feu des projecteurs lorsque les politiques de ces superstars en matière de bien-être et de drogue ont été remises en question. Au début des années 2000, l'abus de substances dans le catch professionnel était un problème bien connu, mais il n'a jamais été traité comme une priorité absolue. Malheureusement, il a fallu une tragédie dévastatrice pour forcer la WWE à affronter la dure réalité.
vérité. En juin 2007, la WWE et le monde du catch ont été ébranlés par la tragédie de la famille Benoit. La WWE, ignorant les circonstances, a diffusé un hommage de 3 heures à Benoit sur Raw. Mais lorsque la vérité sur le crime a fait surface, la WWE a rapidement pris ses distances, effaçant son existence de l'histoire. Les médias, cependant, n'étaient pas prêts à laisser l'histoire s'éteindre. Presque immédiatement, les spéculations se tournent vers les anciennes blessures à la tête de Benoit et son utilisation potentielle de stéroïdes. Lorsque les rapports toxicologiques révèlent un taux excessif de testostérone dans son organisme, les mots « roid rage » rage des stéroïdes font la une des journaux. Le lien entre la WWE et les stéroïdes a longtemps été évoqué à voix basse, mais cette tragédie l'a propulsé sous les feux de la rampe. Une enquête plus approfondie sur la politique de bien-être de la WWE a révélé des failles béantes et une répression gouvernementale s'est rapidement mise en place. Dans le cadre de cette enquête, les autorités fédérales ont découvert un vaste réseau de distribution de stéroïdes lié à Signature Pharmacy, une société basée en Floride qui fournit illégalement des médicaments destinés à améliorer les performances. L'enquête a provoqué une onde de choc au sein de la WWE, car plusieurs superstars tels que Randy Orton, Edge, Booker T, Mr. Kennedy, Umaga et d'autres ont été cités dans le scandale. Alors que le scandale prenait de l'ampleur, le Congrès a envisagé d'intenter une action en justice contre la WWE, à l'instar du procès sur les stéroïdes de 1993 qui a failli conduire Vince McMahon en prison. Le gouvernement américain menaçant d'intervenir et les principaux sponsors reconsidérant leur relation avec la WWE, McMahon savait qu'une action immédiate était nécessaire pour éviter un effondrement total. La société s'est empressée de redorer son image en procédant à des suspensions massives, en licenciant discrètement les catcheurs impliqués et en renforçant sa politique de bien-être. À la mi-2008, la WWE a officiellement adopté une classification PG, inaugurant une ère où la violence et le sang ont été progressivement éliminés. Ce changement a aliéné de nombreux fans de longue date, mais pour la WWE, il s'agissait d'une question de survie. Tout comme la tragédie de la famille Benoit, la mort tragique d'Owen Hart en 1999 reste l'un des moments les plus sombres de l'histoire de la WWE. Au lieu d'arrêter l'événement, la WWE a pris la décision controversée de continuer le show quelques minutes seulement après qu'Owen ait été transporté d'urgence à l'hôpital. Cruellement, elle l'a annoncé aux fans à la télévision, mais pas au public présent dans l'arène, juste au cas où il partirait avant la fin du spectacle. Les retombées de la décision de la WWE de poursuivre l'événement ont été rapides et brutales. Mais le véritable danger pour la WWE est apparu dans les semaines et les mois qui ont suivi. La veuve d'Owen, Martha Hart, a intenté une action en justice contre la WWE, invoquant la négligence et la mise en danger d'autrui. La bataille juridique s'est prolongée pendant des mois, plaçant la WWE sous haute surveillance. Finalement, la WWE a réglé le procès en 2000, versant 18 millions de dollars à la famille d'Owen. Mais le mal était déjà fait. Nombreux sont ceux qui, au sein de l'industrie et parmi les fans, n'ont jamais pardonné à la WWE la façon dont elle a géré cette nuit-là et la controverse perdure encore aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, il ne fait aucun doute que 1995 a été la phase la plus sombre de l'histoire de la WWE. La compagnie est ébranlée par les retombées du scandale des stéroïdes et par l'ascension fulgurante d'un concurrent qui ne tardera pas à la dépasser. Bien que McMahon ait été acquitté de toutes les accusations portées par le gouvernement américain, il a été contraint de mettre en œuvre une politique stricte de dépistage des drogues, ce qui a eu pour conséquence le départ de nombreuses stars des années 1980, dont Hulk Hogan et The Ultimate Warrior, ou l'abandon de leur rôle de figure dominante. Alors que Shawn Michaels et Bret Hart gagnent lentement du terrain, le meilleur champion de la WWE pendant la majeure partie de l'année 1995 est Diesel. Malgré les efforts de la WWE pour faire de lui le visage de la compagnie, son règne en tant que champion est décevant et les ventes de billets, les audiences télévisées et les achats de pay-per-view chutent. Parallèlement, la dépendance de la WWE à l'égard de catcheurs plus grands que nature tels que King Mabel, qui a été la tête d'affiche de SummerSlam, l'un des événements principaux les plus mal accueillis de l'histoire, n'a fait qu'exacerber le marasme créatif. Alors que la WWE bat de l'aile, la World Championship Wrestling
Wrestling gagne du terrain. En 1994, Eric Bischoff, qui avait été nommé producteur exécutif de la WCW, a convaincu Ted Turner d'investir massivement dans la société. Cet investissement aboutit à la signature d'un contrat avec Hulk Hogan, ce qui légitime la WCW en tant que véritable concurrent de la WWE. D'autres anciennes stars de la WWE, telles que Randy Savage et Lex Luger, ont rapidement suivi. En 1995, la WCW a lancé son initiative la plus agressive à ce jour, le lancement de Monday Nitro. L'émission, qui est diffusée en tête-à-tête avec Monday Night Raw, est conçue pour être un concurrent direct. Les valeurs de production de Nitro étaient plus élevées, ses matchs semblaient souvent plus spontanés et, surtout, la WCW capitalisait sur la télévision en direct en présentant de nombreux moments forts, tels que l'apparition de Lex Luger dans le premier Nitro, quelques jours seulement après avoir lutté pour la WWE. Toutefois, au cours des années qui ont suivi, les Monday Night Wars ont fait rage et la dynamique a progressivement commencé à pencher en faveur de la WWE. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.